Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour à tous et à toutes. Ma nouvelle invitée dans ce podcast possède un parcours impeccable et cohérent, un esprit créatif et exigeant et une curiosité débordante. Passionnée de langues étrangères, Lorelai Fritsch est rédactrice, traductrice et relectrice, spécialisée dans l'industrie, le numérique et les ressources humaines. Très bonne écoute. Bonjour Lorelai. Bonjour Alice. Comment ça va ? Ça va bien, chaudement. Chaudement, et oui, c'est la canicule. Merci de te déplacer pour une journée de canicule. Merci de ton invitation. Et de venir dans ce podcast. Ma première question, toujours, c'est est-ce que tu viens de Lyon ? Non, je suis née à Annecy. Voilà, donc après j'ai pas mal bougé en France, à l'étranger. Ouais. Mais j'ai fait une partie de mes études à Lyon. Donc voilà, c'est une ville que je connais bien. Et en toute subjectivité, c'est ma ville française préférée. Donc, c'est la meilleure ville du monde. Voilà, donc je suis un petit peu lyonnaise quand même. D'accord, c'est ta ville d'adoption, on va dire. Voilà, exactement, c'est ça. Super. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? Ma relation avec le web, je dirais qu'elle est ambivalente, dans le sens où c'est un domaine qui est passionnant, qui brasse des expertises diverses, qui offre des possibilités assez folles. Mais parfois, il y a un manque de recul qui fait que voilà, ça peut aussi m'effrayer un petit peu. Je dirais voilà, un grand intérêt, mais avec modération. Parlons un peu de tes études. Tu as fait l'IDRAC. C'est ça ? Tout à fait, j'ai fait l'IDRAC, mais à Nantes, parce que quand on dit IDRAC à Lyon, on pense souvent en Gorge de Loup, mais je n'étais pas sur ce campus-là, j'étais donc à Nantes, donc ça s'est très bien passé, mis à part le climat qui est ce qu'il est à Nantes, voilà. C'est ça. Alors, c'était un gros changement pour moi parce que je venais du monde universitaire. J'ai fait une licence de langues étrangères appliquées avant. Voilà, moi, la fac, c'était un système qui me correspondait bien, dans lequel je me sentais à l'aise. Donc là, c'était très différent. Mais bon, ça m'a permis de professionnaliser mon parcours. Donc, au final, je pense que ça a été un grand avantage pour la suite. Puis aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens super. Je pense notamment à ma study wife, Julie, qui était... Study wife. Ouais, j'adore. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de projets à cette époque-là. Donc, on avait fait 2 ans de master ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui on se challengeait beaucoup sur nos propositions, avec qui on partageait beaucoup de réflexions sur le métier, etc. Et au final, quand je repense à ces années-là, je la remercie parce que je pense qu'elle m'a quasiment autant apporté en tout cas elle a largement contribué à faire que ces 2 années de master soient enrichissantes et stimulantes, quoi. Cool. Donc, si voilà. Julie nous écoute, bonjour. Voilà, j'espère. Ok. Tu commences ta carrière comme chargée de communication chez Airbus ? Alors j'ai rejoint Airbus pour m'occuper en fait de la communication du programme A350 XWB qui était à l'époque tout nouveau puisque le premier avion n'avait pas encore volé. Donc c'était assez excitant parce que c'est rare en fait des programmes avions, il n'y en a pas des nouveaux tous les 6 mois, donc clair. C'est assez exceptionnel. Donc il y avait une ambiance très particulière, donc j'étais ravie de pouvoir assister à cette aventure industrielle. Voilà, donc mon rôle en fait c'était de décliner la stratégie de communication du programme global sur un site industriel, donc à Saint-Nazaire, donc c'était une unité de 600 personnes. Et après sur ce site il y avait aussi d'autres programmes, il y avait aussi une direction corporate, je vais dire les mots en entier, ça sera mieux. Donc j'étais aussi sollicitée pour d'autres projets plus transverse. Donc ça a été une très bonne école. Alors déjà, une découverte de l'industrie. C'est ça, parce que c'est un secteur particulier quand même. Tout à fait. Voilà, avec ses propres codes, sa culture. Donc c'était très instructif sur ce plan-là. Et en termes métier, c'était les premières fois que j'ai vraiment rédigé sur des sujets techniques, que j'ai pu organiser des événements. Tout... Tous les leviers en fait de la communication classique, on va dire, j'ai pu les expérimenter à ce moment-là. Et en plus avec un management, j'étais en fait à l'époque supervisée par 2 personnes, donc une personne technique et une personne
qui était en charge de la communication, qui étaient vraiment très bienveillantes et qui m'ont vraiment fait confiance dès le départ sur des projets qui m'ont confié de A à Z. Top. Et je pense que ça, c'est une grande chance quand on commence qu'on nous fasse confiance. C'est clair, enfin, ça peut ne pas arriver du tout, ou tu peux tomber sur des personnes qui sont pas spécialement C'est ça, donc voilà, c'était super. Trop bien. Et en 2014, tu deviens responsable communication pour JetPulp. C'est Oui. une agence lyonnaise. Tout à fait. C'est une agence qui a été depuis rachetée par Altavia Group, pour situer un peu, et qui, avant, s'appelait Ad Online, voilà, pour refaire l'historique de cette agence lyonnaise. Donc, moi, je me suis occupée en fait de la com interne et externe de l'agence et de ses marques pendant 3 ans. Voilà, il y a eu beaucoup de projets différents. Enfin, c'est 3 ans au final, c'est long, il y a plein de choses qui se passent. Dans les projets qui m'ont particulièrement marqué, je pense que le plus important, c'est la création du blog de l'agence, puisqu'en fait, il n'y en avait pas, tout simplement. Toi qui as eu l'idée de faire le blog de Oui, alors en fait, c'est pas uniquement... parce qu'avoir l'idée, tout le monde le disait, hein, et puis moi, dès le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit, il faut un blog. Bon, sauf que y a l'idée et la mise en place de l'idée, et puis il y a comment on le fait, comment on le fait vivre surtout, parce qu'on se rend compte dans le contenu que c'est aussi quelque chose de... Les idées, il y en a plein, après pour les faire vivre, c'est toujours un peu plus compliqué, donc il faut prévoir les ressources, etc. Et là, ce qui était intéressant, c'est que donc, au moment où on a enfin pu lancer ce blog, on a fait d'une pierre deux coups, puisqu'on a aussi mis en place un système de marketing automation. Donc en fait, pour moi, ça a été super parce que c'était la première fois que je pouvais vraiment superviser une démarche d'inbound marketing du début à la fin, et en la construisant. Donc ça veut dire avec toute la phase où on va discuter avec les commerciaux pour se dire alors là, à partir de quel moment est-ce que on définit que le lead il est chaud. Enfin bref. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, c'était vraiment un super projet parce que très complet. C'est ça, ouais. Et en lien avec la rédaction. Donc c'est toujours mieux de mon point de vue. Et vous utilisiez quoi comme outil de marketing automation? Alors, à l'époque, ce qu'on avait mis en place, c'était Webmécanique. Webmécanique, d'accord. Pendant 1 an et demi, après JetPulp, tu es consultante RP, Content Management et Social Media chez Allison Partners. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Alors, Allison Partners, c'est un réseau international d'agences de relations presse. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour l'équipe France qui puisse gérer donc, des relations presse classiques, mais aussi accompagner leurs clients dans la gestion de leur contenu en ligne, de leurs réseaux sociaux, enfin tout ce qui touchait de près ou de loin au digital. Et donc, moi, j'ai vu en fait l'opportunité d'écrire plus, de passer en relation client et de faire plus d'international. Donc, voilà. Ce que tu voulais faire au départ, Ce que je voulais, en fait. oui. Plus d'RP aussi, parce que ça t'en faisait pas trop à JetPulp, si? Alors, si, chez JetPulp, pour le coup, je faisais des relations presse. En revanche, j'avais quand même très peu d'ouverture à l'international, puisque par définition, étant une agence lyonnaise, qui n'avait pas de volonté d'internationalisation. C'est dur à dire. C'est ça. Voilà, au final, c'était assez limité sur la pratique des langues. Et tu es bilingue? Alors, moi, j'utilise pas le terme bilingue parce que j'estime qu'il faut aussi l'aspect culturel, mais je parle couramment anglais et espagnol. Donc, anglais et espagnol. Oui, c'est ça. Okay. Et depuis février 2019, tu travailles à ton compte, c'est ça, en tant que rédactrice, traductrice et relectrice. Tu fais de la gestion de projets éditoriaux, de la rédaction web et print, traduction, relecture. Raconte-nous ce que tu fais en détail. Oui, alors c'est ça. En fait, je tendance à dire spécialiste communication éditoriale, puisque ça permet de regrouper un petit peu tout. En fait, concrètement, pour mes clients directs, je vais concevoir donc avec eux la stratégie éditoriale. Donc, ça veut dire s'entendre sur les messages qu'on veut faire passer, à quelle cible, leur recommander des formats, des canaux, voilà, ce genre de choses. Donc, vraiment l'aspect stratégique. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie production de ces contenus textes. Donc ça passe soit par la rédaction, soit par la traduction, comme on vient d'en parler, donc de l'anglais ou de l'espagnol vers le français. Et ensuite, parfois, je vais aussi m'occuper de la partie diffusion de ces contenus, donc soit via les réseaux sociaux, soit via des relations presse. D'accord. Donc voilà, donc en termes de format, ça veut dire que c'est des articles de blog, des contenus de pages web, des billets intranet, des livres blancs, des communiqués de presse. C'est quoi que tu préfères écrire? Ce que je préfère écrire, j'avoue qu'il y a une liberté. Alors c'est assez bizarre parce que l'intranet au final c'est quelque chose qui est très peu lu, oui, on va pas se mentir. Ouais.
Mais en fait, il y a une liberté du coup sur le ton qui est... C'est très contraint la rédaction web par rapport, d'une part par rapport au référencement, mais aussi parce que justement, on est vraiment sur de la communication externe très très large. Donc ça a son... Comment dire ? Ces contraintes, elles sont intéressantes parce que justement, elles forcent la créativité. Mais j'avoue que des fois, je me fais un peu plaisir sur les articles d'intranet. Donc voilà, après, plus globalement, on va dire que moi, c'est vrai que je préfère les contenus B2B en règle générale. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en termes de sujet, c'est plutôt ça qui m'éclate. D'accord. Donc voilà. Après, je travaille aussi pour des agences qui vont me sous-traiter la rédaction de ces mêmes supports de communication. Et ça m'arrive aussi de travailler pour des médias. Et donc là, par exemple, en ce moment, je rédige pour le blog du modérateur. Donc, Top. Donc au final, c'est assez varié. Et je pense que c'est ce qui fait que ça me plaît, quoi. Tu as un client ou une mission qui t'a particulièrement marqué ? Là, dernièrement, je continue d'ailleurs de travailler pour une start-up qui est dans les RH et la restauration. Et pour le coup, c'était très intéressant parce que eux, ils partaient vraiment de... ils avaient rien en termes de... Alors, ils avaient quand même un blog, ils avaient commencé quelque chose, mais de façon très anarchique et un peu empirique comme ils pouvaient. Et donc, c'était très intéressant d'arriver sur ce projet et de pouvoir, en fait, les aider en sentant qu'ils avaient vraiment envie, en fait, de passer au niveau supérieur. Et voilà, c'est un beau projet, c'est une équipe qui est vachement dynamique. Donc voilà, c'est un projet qui motive. Qui t'a motivé. Ok. Si on regarde du côté du bénévolat, tu as été bénévole pour le Blend Web Mix. Oui. Je rappelle, le Blend Web Mix, c'est la messe du web à Lyon tous les ans, en octobre-novembre. Tu as été membre du comité éditorial Business Web Marketing de l'édition 2018 et membre de l'équipe organisatrice de l'édition 2017. Tout à fait. Beaucoup engagé dans le... Oui, 2 années de suite et pour deux missions assez différentes, puisque... la première année, en 2017, c'était vraiment l'aspect organisation d'événements, avec une équipe assez importante au niveau du nombre de personnes. Donc voilà, c'était super intéressant et puis c'était des belles rencontres. Et la deuxième année, pour le coup, là, c'était plus, en amont de l'événement. Et c'était tout aussi intéressant, mais très différent. Ouais, j'imagine. Donc non, c'était une belle expérience. Et je remercie d'ailleurs Damien Chenal et Maxime Alain qui sont très exigeants sur les restaurants, puisque j'ai jamais aussi bien mangé que pendant la période où on travaillait sur ce comité. Donc voilà. Donc membre du comité, ça veut dire que tu sélectionnais en fait les speakers ? Oui, alors après c'est un travail collégial et c'est pas on se répartit pas. Oui, en fait, et ça va au-delà de sélectionner les personnes, c'est aussi en amont déterminer les sujets en fait qui sont importants. En fait, se dire qu'aujourd'hui Blend Web Mix c'est quand même l'événement qui parle de web sur Lyon et qui a une prétention quand même au-delà d'ailleurs. Donc il y a des sujets, on peut pas passer à côté. Comment on fait pour en faire parler ? Sous quel angle ? Donc en fait, ça rejoint ce que moi je fais aussi au quotidien. Voilà, donc c'était d'abord sélectionner les sujets dont il fallait absolument parler, comment on voulait en parler, et ensuite trouver les personnes qui pouvaient incarner ça au mieux, les convaincre de venir. De monter sur scène et de... Tout à fait. Alors il y en a qui sont plus ou moins volontaires, mais après c'est ça qui est sympa aussi. J'avais fait... moi j'étais en contact par exemple avec Aude de la chaîne What the Fake, qui est une youtubeuse journaliste. Je l'ai interrogée aussi dans un épisode de Gone Digital. C'est vrai, j'ai loupé, mais du coup tu la connais, qui est très sympa et qui était venue nous parler justement de la thématique des fake news, tout ça. Très intéressant. Et bon, comme moi c'est un sujet par ailleurs qui m'intéresse beaucoup, c'est vrai que c'est une bonne opportunité de rencontrer des gens par rapport aux intérêts qu'on peut avoir. C'est ça. Et de les partager avec tous les gens qui viennent à Blend Web Mix. Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû affronter dans ta vie pro et comment tu l'as surmontée ?
La plus grande épreuve, alors bizarrement, ce qui me vient, c'est pas quelque chose de ponctuel, un obstacle, un rebondissement comme dans les contes ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas une péripétie, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. C'est quelque chose, de plus diffus qui aurait à voir avec le fait que quand je suis rentrée sur le marché du travail, je crois que... Alors, j'avais une partie des codes, voilà, parce que je savais faire un CV, enfin voilà, c'est pas vraiment à ce niveau-là, mais je pense qu'il me manquait quand même une partie des codes et l'apprentissage du monde de l'entreprise et comment s'imposer dans ce contexte-là. C'était pas quelque chose de facile pour moi, pour plein de raisons. Alors c'est vrai que bon, la solution un peu facile, ce serait de dire parce que j'étais jeune, que j'étais une femme, etc. Je suis pas sûre que ce soit... Parce que je sais qu'il y a des femmes jeunes qui arrivent très bien à s'imposer tout de suite, etc. Ouais. Moi, en tout cas, ça a pas... Enfin, voilà, il a fallu que je trouve comment le faire à ma façon. Et voilà, donc je dirais que c'est plus ça qu'un événement particulier. Un événement particulier, c'est plus... Est-ce qu'en étant freelance, maintenant, tu arrives mieux à surmonter ça? Alors, je dirais pas que je l'ai surmonté, parce que c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Okay. Je sais que c'est quelque chose sur lequel voilà, je dois être vigilante, de poser des limites, voilà. Mais c'est quelque chose que j'arrive à faire de façon beaucoup plus apaisée et sereine. Et effectivement, quelque part, l'aboutissement de ce travail-là, c'est le fait de m'être mise à mon compte et de pouvoir assumer toutes les fonctions de ma petite entreprise. et donc, voilà, je pense que c'est un travail qui n'est jamais fini, mais que j'ai bien progressé. Super. Et quelle est ta plus grande fierté pro maintenant? Je vais me répéter, alors c'est de m'être lancée à mon compte. Ouais, c'est super. Hein. À partir du moment où on arrive à aligner sa vie professionnelle avec sa vision de la vie, ses valeurs, ses choix, c'est quand même déjà super bien, quoi. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Et t'as pas eu trop peur de te lancer? En fait, je pense que j'ai eu peur, mais parce que je l'ai nourri pendant un moment, ce projet, donc j'ai eu le temps, en fait, de trouver des solutions sur chaque... Enfin, voilà, de tout décomposer en petits problèmes, ouais. Et pour faire en sorte qu'au final, c'était des choses pas insurmontables. Et voilà, faire en sorte de pouvoir sauter le pas de façon sereine, encore une fois. Quelle est la partie qui te plaît le plus dans ton métier? Alors là encore, je me sens ultra privilégiée parce que de par ce statut d'indépendante, c'est vrai que j'ai le choix, j'ai la liberté, j'ai la diversité des tâches, donc c'est plein de choses qui sont super agréables. Mais après, d'un point de vue plus métier, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment quand je vais découvrir un nouveau secteur, que je vais parler pendant 1 heure avec quelqu'un qui est expert du sujet, que je vais commencer à lier les pièces du puzzle et à me dire ok, ça y est, je comprends, et qu'à la fin de la journée, je vais être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ouais, et là, je me dis, ok, c'est gagné, et ça, c'est super. L'idée, ouais. et là. C'est ça. Ça, c'est très satisfaisant et c'est un moteur. Il y a des secteurs comme ça où tu connaissais rien, où tu te sentais pas forcément à l'aise au début et ensuite tu as appris sur le... Clairement. Donc quand je suis arrivée en agence web, moi je venais donc de l'industrie où tout est très verrouillé et où à l'époque la com digitale, donc les réseaux sociaux, les sites web, les blogs, c'était géré au siège. Donc moi je n'avais jamais réellement eu à m'en occuper, donc je n'y connaissais rien. La première fois que j'ai dû rédiger un contenu avec mon DSI, c'était compliqué. Parce que j'avais pas encore une fois, j'avais pas les codes, pas le lexique, etc. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il faut poser des questions et puis petit à petit, ça se met en place. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'écrire sur de la cybersécurité, alors que, effectivement, j'ai pas du tout un profil tech au départ. Oui. Mais je m'intéresse aux gens et à ce qu'ils me racontent. Donc, au bout d'un moment... Oui, tu as un profil journalistique, enfin une approche journalistique. C'est ça, de vulgarisatrice. Et ouais, c'est ça que je mets en avant. Donc c'est ça que tu préfères dans ton job? C'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent pour
Alors, soit se lancer en indépendant, soit devenir rédactrice web, soit de manière générale, en fait, des conseils sur la vie pro. Alors, je trouve ça toujours un peu difficile de donner des conseils en général parce que je crois pas qu'il y ait de conseils uniques, tout simplement parce que chacun a ses problématiques et que voilà, c'est difficile d'y répondre d'un seul conseil. Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est important de se rappeler qu'on est toujours le ou la seul à pouvoir agir sur la façon dont on vit sa vie professionnelle. Donc ça peut faire flipper parce que on peut avoir l'impression d'être seul, mais en fait, je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Et en fait, non, c'est très encourageant et puissant parce que ça veut dire que à chaque problème qu'on pourrait rencontrer, à chaque difficulté, on a la solution. Et donc au final, on n'est jamais vraiment seul. En gros, on doit toujours être là pour soi-même. Et on peut compter sur soi-même. On peut compter sur soi-même. Pour avoir les ressources pour aller mieux. Moi, j'adore Exactement. ce motto. Je trouve que c'est top. Voilà, donc ça, ce serait un conseil applicable dans tous les secteurs, à l'assurance, pour tous les professionnels. Ouais. Mais après, d'un point de vue plus métier, si vous vous intéressez à la rédaction, à tout ce milieu du content, du contenu, il faut que j'arrête de dire content. Je sais, mais en fait c'est marrant parce qu'il y a quand même des gens qui comprennent pas en face. Il y a des gens qui c'est pas clair en fait. Entre nous on se comprend. Il y a tellement d'anglicisme dans notre métier que... C'est ça. Donc c'est pour ça, comme je veux rester comprise par un public plus large, je vais dire contenu. Donc, si vous vous intéressez au contenu, je pense que c'est important de rester curieux. Même si vous rédigez sur le même sujet depuis 15 ans, il y a toujours des façons de l'angler différemment. Donc restez curieux. Et puis, ne jamais perdre de vue la personne pour qui vous écrivez. Parce que je pense que c'est vraiment ça la clé d'un... Le public cible. Voilà. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on se perd et qu'on fait un hors-sujet. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on fait quelque chose qui fonctionne vraiment. En fait, souvent, on a des contraintes de l'entreprise qui nous dit tu dois écrire pour ça, tu dois faire ça. Et en fait, il faut garder en tête que c'est des humains qui lisent en général. Tout à fait. Pas que des robots de Google. Oui, alors il y a ça, il faut arbitrer aussi entre les contraintes. Tout à fait, ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et il faut aussi oser, quand on est le spécialiste rédaction, oser dire à son client, vous m'avez demandé d'écrire pour tel public, je pense que là, on fait fausse route. Ou je pense que là... Parce qu'au final, si vous le faites pas, personne le fera, quoi. C'est ça. C'est vous qui êtes garant qu'on parle à la cible. Donc, il faut avoir confiance. C'est ça ton conseil? Je sais que c'est pas facile. Mais oui, bien sûr. Voilà, après, il faut être capable d'entendre le retour et il y a des choses à prendre, bien sûr. Il faut écouter, c'est très important. C'est comme ça que justement, on va pouvoir adapter ce qu'on fait. Quelles sont tes passions en dehors du web? Alors, mes passions en dehors du web, je suis obligée de dire la danse en premier. J'en ai fait très longtemps à haut niveau, donc ça reste quand même si aujourd'hui je pratique plus... Moderne, classique? Alors, j'ai fait du classique, du contemporain, du modern jazz, j'ai un peu touché à tout. Génial. Et donc, j'ai gardé un attachement assez fort à la pratique d'une activité physique. Donc, je fais du yoga, je vais à la salle de sport, etc. Mais l'activité sportive, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Après, j'aime beaucoup lire. Bon, ça ne surprendra pas grand monde. Après, j'adore la musique aussi et les langues étrangères. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de citer ça en passion, mais... non, mais c'est une passion, les langues étrangères. Ouais. Bon, c'est bien, c'est la première personne qui tique pas sur... Moi, je tique pas. D'accord, bon, écoute. En fait, c'est passionnant d'apprendre une autre langue, après d'apprendre la culture aussi. Il y a des mots qui sont différents et qui veulent dire une signification différente. Ça m'éclate aussi. L'étymologie des mots, c'est hyper intéressant. Tout à fait. Donc, et tu te passionnes pour quelle langue, par exemple? Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre l'allemand. C'est pas hyper simple. D'ailleurs, je lance un appel s'il y a des germanophones qui nous écoutent, qui sont intéressés pour faire un petit tandem. Alors moi, j'ai déjà enseigné le français, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est difficile à apprendre tout seul quand même. Oui. Donc bon, j'ai Duolingo, mais ça suffit pas toujours, quoi. Ouais, voilà. Vaut mieux un prof ou quelqu'un avec qui tu Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des outils, je suis pas très fun niveau outils.
Alors, je pense que si je regarde le temps passé, en fait, Excel, c'est vraiment mon outil number one. Okay. Mais j'adore tout ce qui est... Excel. Ah non, c'est pas... Ouais, mais je mets des couleurs. Enfin, j'ai pas un Excel triste. Ça me fait rire parce que le nombre de personnes qui m'ont dit « Non, mais Excel, je mets des couleurs ou je change la police. » Je suis là, oui, mais c'est toujours ça reste Excel. Bon. Ça reste Excel. Mais ça reste quand même, pour moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai à faire, l'outil qui est le meilleur compromis, si tu veux, entre centraliser l'information, pouvoir la retrier en fonction de nouvelles données rapidement. Je fais tous mes calendriers éditoriaux là-dessus, tous mes plannings, toutes les tâches de planification et gestion de projet. J'avoue, je fais beaucoup d'Excel. Donc voilà. Après, toujours en gestion de projet, c'est vrai que j'aime bien Trello. Je trouve ça très intuitif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui connaissent, mais c'est un outil que j'utilise aussi beaucoup. Clockify parce que je suis mes temps, donc c'est pour de la gestion de temps. Ouais, voilà, savoir un peu combien de temps je passe sur tel ou tel truc, parce que on peut se laisser un peu déborder parfois, donc c'est bien d'avoir quelque chose pour objectiver un peu tout ça, et parce que sinon, je sais que surtout sur la rédaction, des fois, moi seule, je ne saurais pas dire combien de temps j'ai passé, donc je préfère qu'il y ait quelqu'un qui suive ça pour moi, donc j'utilise bien ça. Et après j'utilise beaucoup Pocket pour quand je fais de la veille et que j'ai pas le temps de lire tout de suite c'est un espèce de système de marque-page. Et alors c'est pas vraiment un outil, mais alors Podcast Addict, il tourne Podcast Addict, allez, 5 heures par jour je pense. Tu bosses en écoutant des podcasts? Alors ça dépend ce que je fais, parce qu'il y a des tâches où j'arrive pas à... Parce que lire en même temps, écrire en même temps que d'écouter, c'est compliqué. En général, alors moi je peux par exemple écrire avec de la musique, mais il faut que ce soit une langue que je comprends pas, sinon ça brouille les pistes. Mais en fait, je marche beaucoup dans la journée, tu vois, transport, tout ça. Et c'est vrai que... Alors c'est un peu... Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un peu le côté associable. J'ai tout le temps mon casque, du coup. Donc je suis en train de réfléchir, à me dire, je vais peut-être essayer de réduire un peu quand même, être un peu plus disponible dans la rue. Mais t'écoutes quoi comme podcast? J'écoute des choses très variées. Alors j'écoute des podcasts, mainstream, des interviews type La Poudre, j'écoutais Nouvelles Écoles beaucoup, ce genre de choses. Après, en fait, pour moi, c'est aussi une façon de maintenir mon niveau en langue. Donc, j'écoute beaucoup de choses. En anglais, énormément. En espagnol, un peu. Mais j'avoue que j'ai du mal à trouver des choses très intéressantes. Alors, je sais pas si c'est parce que le marché est moins développé. Peut-être. Ouais. Mais voilà. Donc, si d'ailleurs tes auditeurs ont des suggestions, ça m'intéresse. Et notamment en anglais, j'écoute pas mal de choses justement sur le contenu. Donc, je m'en sers aussi pour faire un peu de veille. Ça fait double... Ouais, j'essaye de... double utilité. Ça me donne une excuse, quoi. D'accord. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Ça peut être n'importe quoi. Alors, mes adresses coup de cœur... Alors, j'ai une adresse clin d'œil, d'abord. Ce sera le Flanagan's, puisque c'est un bar vers Opéra, où j'ai passé beaucoup trop de temps quand je travaillais chez Jet Pulp, puisque c'était le lieu de tous les after-work. Voilà, c'est ça. Donc... Flanagan's. Donc Flanagan's. Un super resto rue de l'Arbre Sec qui s'appelle Victoire et Thomas. Je sais pas Victoire et Thomas, je connais pas du tout. Et écoute, franchement, si t'as l'occasion, déjà c'est très joli. Ouais. Mais c'est très bon et ils sont très sympas. Top. Donc moi je trouve que c'est 3 bons arguments pour y aller. Voilà. Et après, alors en ce moment, en moins cher et plus rapide, il y a la cafétéria Oslo, rue de la Pardieu, qui est très bien. C'est très bon. D'accord. Et surtout les desserts. Alors que je suis pas sucrée, mais franchement les desserts... C'est quoi les desserts qui sont bons? L'autre jour j'ai pris un espèce de... sablé avec des fraises et une petite crème là, mais c'était... Une tuerie. Ouais, vraiment. Trop bien. Vraiment très bon. Ok, Oslo. Donc Flanagan's, Victoire et Thomas et Oslo. Allez, voilà. Allez, on fait ça. Et pour finir ce podcast, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, ému, réjoui ces derniers temps. Alors, ça remonte un petit peu, mais j'ai lu le livre Une autre fin du monde est possible de Pablo Servigne sur les conseils de Geoffrey Dorn
qu'il avait donné d'ailleurs à Blend Web Mix. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, c'est pas vraiment un livre sur la collapsologie, mais enfin ça a un lien avec la théorie de l'effondrement et ce que ça peut occasionner comme changement pour l'humanité et tout ça. Alors ça, ça paraîtrait pas très réjouissant comme lecture, mais en fait c'est hyper... moi ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. Au final je l'ai trouvé... je sais pas si inspirant c'est le mot, mais en tout cas ça m'a fait du bien comme lecture. Ça t'a appris des choses et... C'est ça, et en fait c'est un livre que j'ai fait tourner dans mon entourage, qui a occasionné des débats, etc. Donc voilà, donc je le cite comme inspiration. Il faut y aller sur le livre Une autre fin du monde est possible. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup Lorelai. Et je t'en prie, merci à toi. À très bientôt. Merci. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.